Bonjour et bonsoir aussi, chers auditeurs, viewers peut-être, on se retrouve enfin pour une nouvelle émission de Critflix. Alors, nouveau format, on passe à l'audio, on enlève le direct, on sera disponible sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube toujours, mais sans nos tronches maintenant, parce que finalement, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. La formule par contre reste la même, on aura des news, des tops, et un sujet de fond avec mes chroniqueurs. Ce soir, on accueille Comic Eater qui revient avec nous. Comment vas-tu, Comic Eater ? Bonsoir tout le monde, très très bien. Cette rentrée scolaire, moi étant enseignant, tout se passe bien. Eh ben, c'est fantastique. Et on a ensuite avec nous Jfresh ce soir. Jfresh, comment vas-tu ? Ça va aussi très bien. Content de revenir dans ce nouveau format et puis j'espère que ça pourra perdurer. Oh, j'espère aussi. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder à peu près le même rythme. On va parler des news du moment. On en a sélectionné 2-3. On va ensuite parler de nos tops, hein, comme on le faisait sur l'émission en direct sur Twitch à l'époque. Et on va finir par un petit sujet à la cool. C'est voilà. Et aujourd'hui, ce sera la réouverture des cinémas qui a eu lieu du coup au mois de mai et parler un petit peu de l'été au cinéma, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, comment a évolué la situation du cinéma et du streaming aussi, puisque maintenant les deux sont liés. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, on va faire un petit peu le tour de l'été, puisque finalement, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, c'est l'automne. Et donc finalement, l'été est terminé, on peut maintenant faire le point de cet été qui a été très mouvementé pour les films et le cinéma en général. Bon bah écoutez, on va attaquer les news, et ensuite on parlera tout doucement de l'été qu'on a vécu au cinéma et ailleurs. Et les news, ça commence tout de suite avec la menace de Disney. Devant la stagnation des nouvelles lois autour de la chronologie des médias, certains acteurs comme Disney auraient confié aux journaux américains que si la situation n'avançait pas en France, pour permettre la sortie simultanée en fait sur les plateformes de SVOD et au cinéma en même temps, ils songeraient à ne plus sortir leurs films en salle en France. Alors effectivement, directement en SVOD à la place. Certains sont alarmés, d'autres pensent que ce n'est pas réalisable au vu des chiffres et du rétro-pédalage surtout des grands groupes comme Warner qui a décidé de ne plus sortir de films sur les deux plateformes en même temps à partir de 2022. Comic Eater, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette menace ? Est-ce que tu penses que ça pourrait être mis à exécution ou c'est vraiment des menaces en l'air sur le coup de l'énervement ? Ben, je pense que ils en sont capables. Il faut pas sous-estimer Disney, mais actuellement ils sont plutôt en train de jouer au poker, c'est-à-dire que ils mettent une menace, mais ils vont perdre aussi de l'argent quand même, malgré tout. Donc ils préféreraient que la situation soit en faveur de, ils vont continuer à sortir les films, ils vont sortir aussi sur Disney+, mais ne pas se passer des salles. C'est quand même une perte d'argent. Certes, ils vont être richissimes encore, mais je pense que voilà, ils sont capables. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais pour l'instant, c'est plus une menace, vraiment une menace de le faire, mais ils aimeraient bien, je pense, s'en passer quand même. Et d'un point de vue personnel, je trouve que ce serait vraiment dommage, puisque les films Disney, de plus en plus, avant, je trouvais que sur le fond, ils étaient intéressants. Maintenant, sur le fond, c'est rarement intéressant, mais ça reste très beau, ça reste du spectacle, et ce spectacle, on ne le voit pas aussi bien que dans une salle de cinéma. Si je dois découvrir les prochains Disney, les prochains Marvel sur une télévision, bah en fait, je vais m'en passer, hein, clairement, hein. Je vais les regarder, mais il n'y aura pas le même impact. On le voit avec Black Widow d'ailleurs, hein, qui est vraiment du film action pur spectacle et qui personnellement n'aurait pas eu du tout le même impact sur moi si je l'avais vu à la télévision comme des centaines de milliers d'Américains l'ont fait en payant directement le film sur la plateforme. Ouais. Gifresh, toi finalement, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'étais au courant de cette news ? Parce que c'est vrai qu'on te prend un petit peu au dépourvu, mais J'étais pas au courant, non. Bon, tout à l'heure tu nous en parlais, donc je me suis un petit peu renseigné rapidement. Mais très honnêtement, moi je pense que enfin, ça ressemble quand même à du gros bluff. Je vois pas l'intérêt de se priver du cinéma si de toute façon la chronologie des médias ne, si c'est pas cédé en fait, si on leur dit bah non, bah tant pis, on n'aura pas vos films au cinéma, eux de leur côté ils vont juste perdre leurs films au cinéma en fait, ce qui est un peu bête, sachant que je pense qu'ils font autant de chiffres en SVOD qu'en cinéma, c'est une manne d'argent qui est non négligeable, surtout dans un pays comme la France où maintenant on a le pass sanitaire, on a tout ça et les gens retournent au cinéma et en masse. Je vois pas bien le sens d'une menace comme ça et surtout d'appliquer la sentence à la fin. Je pense que c'est plutôt un coup de gueule. Et ils essayent de faire pression parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de poids, parce qu'ils détiennent Marvel, ils détiennent tous ces trucs-là qui font beaucoup d'argent et beaucoup de spectateurs. Mais je suis pas sûr que le cinéma ait besoin non plus d'eux et su- je pense que sur le coup là dans la balance ils sont très nettement perdants si jamais ils s'enlèvent des cinémas.
Certes, il y aurait des gens qui se rueraient qui iraient très très vite euh, sur euh, sur la SVOD pour aller voir leurs films, etc. Quand ils les sortiront. Mais comme vous disiez à juste titre, aller voir un film comme Marvel ou quoi en dehors d'un cinéma, je vois pas un grand intérêt quoi. Ouais, complètement. On Si aurait... ce n'est Aussi, si on est réellement fan. Mais Mm. tout le but il y a un d'un autre film problème. comme ça, c'est d'aller voir des belles images. Ouais. Il y a un autre problème et je pense qu'ils en sont conscients quand même, c'est que sortir les films uniquement sur les plateformes, ça veut dire que dès le lendemain, ils sont disponibles en piratage. Ouais, aussi, voilà. Donc Ouais, effectivement. voilà, Bah, on l'a bien vu dans des films là récemment, que ce soit chez Warner, chez d'autres firmes, un film qui ne sort pas en salle directement ou en premier lieu, les gens vont le télécharger. tout à Nous, fait. on fait partie d'un groupe qui plutôt cinéphile où on aime aller au cinéma, mais la plupart des gens, hélas, le cinéma c'est devenu trop cher. Est-ce qu'ils ont raison ou tort? On a vu le sujet plein de fois, ils ont en partie raison, en partie tort. C'est devenu pas forcément toujours agréable aussi par rapport au comportement des gens à l'intérieur. Il y a eu le fait du coronavirus qui a fait peur à certaines personnes encore aujourd'hui. Et même dans les commentaires que j'ai pu voir sur Twitter par rapport à ça, il y a des gens qui sont même qui aimeraient que Disney passe vraiment à l'acte et qu'il n'y ait plus de films dans les cinémas et que tout le monde regarde la télé chez lui. Et ça, je trouve ça vraiment inquiétant parce que on dit ça, mais au final, si je dois regarder chez moi, je vais pas payer. Alors moi, je télécharge pas, je vais pas regarder, mais je comprendrais les gens qui vont télécharger illégalement. Quel est l'intérêt de payer pour voir un film Marvel sur sa télé? Mm. Mm. Complètement. On va y revenir de toute façon au sujet du piratage. Pour vous tenir un petit peu au courant, ce qui se passe, c'est que là, pour l'instant, le pourparler est bloqué au niveau de la chronologie des médias, car Canal+ voudrait 4 mois de latence entre le moment de la sortie en salle et le moment où il serait disponible pour Canal, ce qui est très très court. En plus de ça, les plateformes de SVOD, par contre, elles exigent 14 mois, pardon, avant de pouvoir diffuser sur leur plateforme, ce qui pour Canal semble très court, et donc du coup ça a été refusé par Canal qui voudrait plus passer sur 18 mois, ce qui est déjà très court par rapport à maintenant, puisqu'on est sur 36 mois, mais voilà, ça permettrait à Canal de pouvoir passer un petit peu le flambeau entre la version, comment on appelle ça, galette, hein, la version Blu-ray et DVD, et ensuite donc passer sur Canal, et ensuite au bout de 14 mois pouvoir être diffusé sur les plateformes de SVOD, et ça n'a pas plu du coup au grand groupe, mais Canal+ a les arguments en disant que pour l'instant ces plateformes-là ne financent pas assez le cinéma européen et français que pour avoir le droit de laisser une fenêtre aussi courte à Canal+, avant leur diffusion sur les plateformes de SVOD, ce qui se comprend finalement, voilà, voilà, ces arguments-là se valent. Donc on verra dans Oui. le futur, mais pour l'instant c'est bloqué, on est à la fin de l'été, à mon avis on n'aura pas de réponse avant, je pense, début d'année prochaine, le temps que tout ça soit mis au clair et soit revoté. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, Warner et Disney ont lancé ensemble leur sortie en salle et SVOD en simultané cette année, et ils ont tiré la sonnette d'alarme sur les chiffres effrayants du piratage. Donc forcément renforcé par des entrées moyennes tout l'été, Warner a décidé de faire machine arrière et ne fera plus de bi-sorties dès 2022, et Disney par contre reste flou et ne se prononce pas trop pour le moment, puisqu'ils ont diffusé certains films uniquement sur leur plateforme, comme les derniers Pixar par exemple, on l'a vu avec Luca, ou encore avec Soul, ou alors de faire de la sortie simultanée avec justement Black Widow ou encore Shang-Chi aux États-Unis, ce qui n'est pas possible pour l'instant en France. Mais effectivement, voilà, ils se disent tiens, le coronavirus, c'est de leur faute, c'est la faute du piratage. Si on ne fait plus d'entrée en salle, alors que finalement, il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent peut-être un petit peu plus à leur acte. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense, et peut-être revenir un petit peu en arrière et laisser une fenêtre inédite au cinéma, en reculant peut-être un petit peu leur sortie sur les plateformes de SVOD. Je pense que il y aura jamais de solution réelle au piratage, parce que il y aura toujours des gens qui n'auront pas envie de payer ou qui voudront pas aller en salle pour une raison X ou une raison Y. Et ce Mais qui, enfin, la, Il je y veux a dire, ce public-là, effectivement, et à côté de ça, il y a des gens qui aimeraient le voir, je pense, en salle, mais Mm, qui sont tellement impatients. Voilà, moi, j'ai du mal à comprendre parce que je préfère attendre, quitte à le voir dans un mois. Par exemple, Blue Bayou, il sort que mm, dans 3 semaines chez moi. mm, Je vais attendre 3 semaines pour le voir, alors mm. qu'il est déjà disponible depuis quelques temps. Mais je comprends que certaines personnes aient envie de le voir au plus vite, et s'il n'est pas dispo en salle et qu'il est dispo sur Internet gratuitement, bah, ils vont y aller, quoi. Certaines mm. personnes pensent comme ça, alors que s'ils étaient en salle dans un premier temps et après seulement ailleurs, ils se diraient peut-être qu'on va aller se faire une petite séance ciné.
Donc ouais, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le piratage a toujours été là, même lorsque les salles, on va dire, avaient leur période inédite. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est surtout qu'il est très facile de récupérer le film en très bonne qualité dès le lendemain de sa sortie en piraté. C'est-à-dire que même le mercredi ou le jeudi, quand ça sortait aux États-Unis ou même en France, quelqu'un prenait sa caméra, arrivait à filmer tout le film et le diffusait sur Internet, mais la qualité était pourrie. Ce qui permettait finalement, voilà, c'était dégueulasse. Donc les gens revenaient quand même en salle en se disant qu'ils préféraient payer pour avoir une meilleure qualité en salle. Et attendre du coup après la sortie en version numérique. Et là effectivement le piratage a été toujours le problème, puisque à partir du moment où ils sortent en DVD ou en Blu-ray, on trouve des versions numériques de très bonne qualité. Là avec la SVOD dès le premier jour, cette version en bonne qualité existe sur internet et elle est copiée très facilement par les pirates. Et donc forcément, c'est très facile de ne plus payer pour regarder un film. Donc c'est là que finalement le serpent se mord la queue, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de gagner de l'argent pour éviter la sortie en salle, et c'est finalement ça qui fait que le piratage a augmenté. Donc Oui, voilà. tu as bien résumé. Voilà, donc on y reviendra, hein, de toute façon, ça va... Déjà on est content que Warner ait fait machine arrière. Il faut savoir aussi que c'est une news, on va dire, un petit peu à part, mais Christopher Nolan a décidé de lâcher la Warner justement à cause de cette décision. Donc voilà, Nolan est parti chez Universal pour son prochain film, il ne sera plus financé par Warner à cause de la décision de Warner de diffuser ses films sur les deux plateformes, malgré leur retour en arrière en disant que à partir de 2022 ils ne le feront plus. Voilà, donc c'est aussi... ça fait aussi bizarre de se dire que Nolan ne fait plus partie de la Warner, et forcément ces films vont être légèrement différents, je pense, puisque chaque système de production a sa manière de faire, donc ça restait la petite news sur le côté. On va sortir notre dernière news. La dernière cartouche, c'est James Bond qui sort enfin au cinéma. Après 1 an et demi de report, le film étant annoncé depuis avril 2020, la dernière date est enfin décidée et ce sera le 6 octobre 2021. Ça fait donc 1 an et demi qu'on attend le film. Il est réalisé par Kerry Joji Fukunaga, à qui l'on doit la version de 2017, ainsi que Beast of No Nation qui est disponible sur Netflix en ce moment. Donc voilà, on pense aussi au rachat de la MGM par Amazon et la proposition d'Apple à l'époque qui avait été proposée à 600 millions de dollars pour une diffusion directement en SVOD sur la plateforme d'Apple. Donc finalement ça fait plaisir de se dire que James a enfin trouvé la route des salles obscures, à moins que vous étiez plutôt... est-ce que ça vous tente, vous irez le voir celui-là, ou finalement vous en avez un petit peu marre? Je pense que c'est une bonne chose que ça sorte enfin, et c'est un des films que j'irai voir parce que je pense que les James Bond, c'est un peu justement comme les Disney ou quoi, c'est des films à aller voir au cinéma où bon, finalement le scénario, etc., ça peut être intéressant, il peut y avoir des rebondissements, mais c'est pas la raison principale pour laquelle on va la voir, on va voir le film. Donc ouais, j'ai plutôt hâte, et alors, je sais pas si j'irai le voir Day One, mais c'est le genre c'est un des films que j'attends depuis un petit moment, et puis c'est vrai que enfin, j'aime bien Daniel Craig en James Bond, même si ça vaut pas Pierce Brosnan, j'aime bien quand même. Et toi, Comic Seater, du coup? Ah, moi, je suis très hypé, hein. J'ai déjà précommandé, réservé ma place pour l'avant-première du mardi 5 octobre, je crois, un truc Ouais, comme c'est ça. ça, tout à fait. Donc voilà, j'ai déjà la place de préparer. Moi, j'adore cette nouvelle vision parce que finalement, les films James Bond, ils sont assez individuels avant l'ère de Daniel Craig. Et avec Daniel Craig, on a vraiment une continuité, une histoire qui se suit Mm. avec une évolution du personnage, une Mhm. évolution de la licence. Et là, c'est la conclusion, c'est le dernier. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, sachant que j'aime beaucoup le travail du réalisateur, Fukunaga. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le film est long en plus, je crois que c'est le plus long de la saga. 2 heures et demie peut-être, voire plus, je sais C'est plus. possible. Euh, Avec beaucoup de personnages. Donc oui, j'ai hâte de voir. Et puis je me demande du coup ce que ça donnera plus tard, puisque là en ce moment sur France 3, ils repassent les Pierce Brosnan en ce moment le vendredi soir. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, j'en ai profité pour les regarder parce que moi j'ai grandi avec ceux-là. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré Pierce Brosnan, mais en le revoyant aujourd'hui, ça vaut pas Daniel Craig, quoi. C'est très différent, c'est très Ouais. cartoonesque, c'est très dans l'excès. J'adore toujours hein, ce spectacle, mais c'est un peu différent. Et puisqu'on je disais justement que la licence maintenant est rachetée et appartient à Amazon, il y a Daniel Craig qui a fait une annonce, du moins une annonce, qui a fait un petit commentaire qui a fait réagir par rapport au fait qu'il considère que le prochain James Bond ne peut être 007 fan. de James Bond ne devrait pas être une femme. Hmm. Et en précisant qu'il y a des rôles qui doivent être créés pour les femmes, justement, et je suis totalement d'accord, le Ouais. rôle de James Bond de 007 n'est pas fait pour une femme.
Par contre, avec cette licence qui appartient aujourd'hui et qui peut donner naissance à un univers Bond, moi j'imagine totalement un autre agent secret féminin avec sa propre attitude, son propre background, ses propres intrigues, ses propres sidekicks, partenaires, etc. Mais 007, c'est 007, c'est pas, ça doit pas se transformer à ce point-là, quoi. Ouais, Ouais, je effectivement, suis c'est une bonne d'accord. Ouais. réflexion. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais ça a le mérite, ouais, ça a le mérite de se réfléchir. Ouais. Au-delà au-delà du côté, euh, est-ce que le personnage, etc., peut exister en femme, etc. C'est plutôt, je trouve, ouais, la réflexion de, on veut faire des personnages féminins hein, parce que il y a toute cette vague MeToo, une, une, une montée du féminisme, etc., qui en soi est très bien. Mais je trouve que oui, c'est se tromper de combat que de prendre des personnages qui sont à la base masculins et juste de les passer en femmes pour plaire à cette nouvelle tendance qui est de féminiser, de reconnaître le rôle de la femme dans la société, etc. Et je trouve que c'est très juste sur ce côté-là de dire que il y a largement assez de place dans l'univers Bond pour faire des films d'espionnage avec un personnage féminin, sans pour autant que ce soit une James Bond en fait. Ouais, On a déjà eu des tentatives Atomic Blonde avec Charlize Theron, on a eu Red Sparrow. Il y a des films Mm. d'espionnage avec des personnages féminins, même Black Widow en quelque sorte, c'est aussi Mm. un agent secret et ça fonctionne. Mais je suis d'accord, Daniel Craig lui-même, il faut créer des choses. Il faut pas se contenter de prendre ce qui existe déjà et de dire tiens, je vais mettre une femme à la place ou je vais mettre une personne de couleur à la place. C'est pas Voilà, au intéressant, final, ça c'est diminue. nul, Et ça même ça diminue. diminue le message de ouais. se dire Ouais. que bah plutôt que de faire des personnages qui peuvent être tout aussi intéressants et puissants, Si on se charismatiques, souvient etc. de Voilà. Si on se souvient de Sarah Connor, d'Hélène Ripley, toutes ces héroïnes-là, c'est parce qu'elles ont été créées à la base. Et on Ouais, n'imagine pas Mm. Alien voir Hélène Ripley remplacée par un homme. De la même manière, je me dirais, c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. mm, Ouais, tout complètement à fait d'accord. d'accord. Ouais. Et ça pourrait finalement être des personnages plus emblématiques, en fait, devenir des personnages plus emblématiques Oui, que le personnage d'origine. Voilà, c'est vrai que ça peut être tout aussi intéressant que ce soit en série ou en série de films ou quoi que ce soit, mais oui, je suis entièrement Oui, parce d'accord par que contre sur ce point-là. l- l'effet pervers de ça, c'est de dire qu'au bout d'un moment, en fait, on va reprocher au film, si on met un James Bond femme, on va lui reprocher d'avoir voulu plaire à cette partie de la population qui est très combative, etc. sur ces questions-là. Et d'un autre côté, on va leur dire, bah oui, mais en fait, voilà, vous avez pas créé un personnage, vous avez essayé de faire une copie Mm. d'un homme à partir d'une femme. Et pour moi, je trouve ça complètement euh, contraire à cette idée de mettre un peu plus la femme au centre de l'attention et plutôt que de faire des copies, bah, créer des vrais trucs, voilà, des choses qui sont intéressantes comme tu as pu dire pour Alien ou tous ces personnages féminins qui sont bien plus intéressants en femmes qu'en hommes. Eh ben écoutez, merci. Voilà, c'était des petites news fort sympathiques, en espérant pouvoir vous tenir à jour au fur et à mesure à chaque émission de ce qui se passe dans le monde du cinéma et de la SVOD. Là, je trouve qu'on a fait un bon mix des deux. On a parlé Mhm. de cinéma et de SVOD, et on va tout de suite passer à nos tops actuels et peut-être plus anciens aussi. Et on passe tout de suite à notre top, du coup, on en a, il date de cet été, peut-être d'un peu plus longtemps, ça a pu être vu au cinéma, ça a pu être vu aussi à la télévision grâce à nos plateformes de SVOD, ou tout simplement en ayant acheté un Blu-ray, car oui, les Blu-ray et les DVD existent toujours, et vous pouvez toujours les insérer dans vos lecteurs ou dans vos consoles de jeux vidéo. Et on va commencer avec toi, Comic Eater, qu'est-ce que tu as vu de beau dernièrement? eh bien moi je vais faire une pierre deux coups, puisque je vais faire de l'ancien, et en même temps de l'été qui est sorti au cinéma. Oh, Puisque je c'est vais vous beau. parler d'In the Mood for Love, donc un Oh, film qui date de 2000, mais qui est ressorti cette année dans les salles. Donc moi je l'ai vu cet été, et je l'ai revu également la semaine dernière, puisqu'il n'était pas à la base dans mon cinéma, qui est un gros complexe Gaumont. Donc l'avantage, c'est le pass illimité, qui me permet de voir énormément de films, mais le désavantage, c'est qu'il y a plein de films, tout ce qui est un peu plus AR et essai, qui soit ne passent pas, soit passent 3 semaines, un mois, 2 mois plus tard, et avec 3-4 séances, et au revoir, c'est fini. Donc c'est pour ça, par exemple, que Blue Bayou, je vais réussir à le voir, mais j'y vais direct dans 3 semaines, et qui va passer 2 fois, il y aura personne dans la salle, et au revoir. Donc voilà. Donc In the Mood for Love, effectivement, c'est un film.
qui est un chef-d'œuvre pour moi et considéré par beaucoup de personnes comme un chef-d'œuvre de Wong Kar-wai, sorti en 2000 et qui a été rediffusé plus de 20 ans, donc 21 ans en fait, dans les salles cette année. L'histoire se déroule à Hong Kong en 1962 et au moment où deux protagonistes, Madame Chan et Monsieur Cho, vont emménager dans le même immeuble dans des appartements voisins. Mariés, leurs conjoints respectifs sont souvent absents et ils vont vite comprendre que ces derniers entretiennent une relation adultère. À partir de là, ils vont comprendre que la rencontre des deux est assez mystérieuse et ils vont essayer, dans une sorte de jeu de rôle, de comprendre comment est née cette relation incestueuse, j'allais dire, que dire cette Adultère. relation adultère, voilà, je me trompe de terme. À partir de là, Madame Chan et Monsieur Cho vont donc jouer une sorte de jeu de rôle, et cela donnera naissance à une amitié, et peut-être plus, puisque je ne vous en dis pas plus sur l'histoire, afin que vous voyez tout ça par vous-même. Par contre, je vais vous parler pourquoi ce film est un chef-d'œuvre. Eh bien déjà, parce que visuellement, on retrouve à la photographie un certain Christopher Doyle et Mark Lippington. Alors pour le second, il est moins connu, mais pour Doyle, il a travaillé plusieurs fois avec Wong Kar-wai, donc dans sa filmographie, mais également sur le film Hero de 2002, qui est aussi un film asiatique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film très Mm. connu avec beaucoup de couleurs, très Mm. poétique. Et également sur Infernal Affairs, le film qui a Ah inspiré oui. Les Infiltrés de Scorsese, que d'ailleurs je préfère dans la Ah version oui, carrément. asiatique. Pourtant, j'adore Scorsese, mais voilà. Pour revenir au film, donc le film il est magnifique, avec une composition des plans minutieuse mettant en lumière les thèmes abordés par le film. J'y reviendrai un peu plus tard. On peut notamment parler des robes, donc ces fameuses robes chinoises, je crois qu'on appelle des kipao, Très portées par cintré. Maggie Cheung, qui interprète Madame Chan, donc comme je le disais, et à chaque fois, dans chaque tableau, puisque c'est presque des tableaux finalement les plans, la robe se confond avec le décor. Ça peut être soit avec le papier peint, avec des rideaux, avec des objets, et en fait, les robes changent continuellement. Il y a, on va dire, 6, 7 robes différentes dans le film. Ça permet aussi d'avoir un marqueur temporel, puisque certaines scènes ne vont pas changer de décor. On va avoir juste un changement qui va se faire sur la temporalité au niveau soit d'une horloge, soit justement de la robe qui n'est pas la même que quelques secondes plus tôt. Donc ça permet de savoir quand on avance dans l'histoire. Également au casting, on retrouve un certain Tony Leung que vous avez pu voir cet été, puisqu'il incarnait le père de Shang-Chi chez Marvel. Donc un acteur extrêmement connu, notamment pour son regard hypnotisant et qui tient parfaitement son rôle d'homme qui est trompé par sa femme et qui va essayer de comprendre comment cela est arrivé. À part ça, on a quelques personnages secondaires, mais ces derniers sont très limités et apparaissent très peu dans le film. Vraiment, le film se repose entièrement sur les deux acteurs principaux et voilà, on les voit quasiment que eux, ça fait partie un petit peu du sujet également. Donc au niveau des thèmes abordés, comme je le disais plus tôt, on va voir évidemment l'amour, c'est quand même la grande thématique, ça s'appelle In the Mood for Love, mais pas que, puisqu'on va aussi traiter de la solitude, du renoncement à ses rêves, ou encore un peu plus compliqué à saisir, mais mis en évidence par une certaine scène qui tranche avec le reste du film vers la fin, où on voit Charles de Gaulle au Cambodge, et en fait c'est que le film a un autre discours qui est la fin d'une époque, la fin du Hong Kong des années 60, qui subit une transformation avec une rencontre entre l'Orient traditionnel et l'Occident industriel. Donc à l'époque, c'était un âge d'or pour Hong Kong, avec pas mal de choses, et en même temps, une société qui va petit à petit perdre ses valeurs, en tout cas selon Wong Kar-wai, avec le respect de l'ordre social qui commence à un petit peu être détruit. Et c'est toute cette époque-là qui est racontée. Alors forcément, n'étant pas hongkongais, n'ayant pas vécu dans les années 60, je me suis documenté et même là, je ne peux pas forcément tout saisir de cette époque-là. Mais il y a vraiment un gros travail sur l'époque finalement. Enfin, pour terminer, je vais dire un mot sur la musique, notamment sur le thème de Yumeji, qui a été composé par Umebayashi Shigeru et qui est une valse triste qui reste en tête, même après le film, car elle va apparaître 9 fois au cours du film. C'est-à-dire que le film, globalement, il n'a pas toujours de la musique, mais on va voir cette valse vraiment hypnotisante qui va apparaître 9 fois et qui est là aussi également pour aider à la compréhension du film et pour apporter une valeur supplémentaire à tout l'aspect poétique de ce dernier. Bon, j'aurais encore bien des choses à vous dire sur ce film, mais je pense qu'on y sera encore dans quelques heures. Alors, je vais juste me contenter de vous le recommander chaudement, d'aller le voir s'il est encore en salle, dans quelques salles, puisqu'il y a très peu de copies. Donc, il circule un petit peu, je pense, un peu partout au fur et à mesure du temps. Et sinon, bah, comme tu le disais un peu plus tôt, il y a toujours les Blu-ray.
pour pouvoir voir un de ses films. Voilà, c'était In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Eh ben, merci beaucoup pour cette explication Merci, merci. détaillée. Franchement, ça donne envie de le voir. J'ai toujours voulu le voir. Malheureusement, il n'était pas dans la sélection du festival Play It Again du cinéma où je travaille. Donc, je n'aurai pas Ouais, tu l'occasion de m'en le voir avais au cinéma. parlé. Ouais, donc, c'est un petit peu dommage. Il a fallu en choisir d'autres, mais effectivement, on peut pas tous les avoir. Donc, c'est pas très grave. De toute façon, comme tu disais, il vient de ressortir du coup en version 4K. Oui, Voilà, si vous avez l'occasion, si vous avez soit le lecteur approprié ou la télé qui va bien, vous pouvez vous remater In the Mood for Love en version 4K et sans retravail colorimétrique. Et ça c'est très important puisque en ce moment la grande mode des Blu-ray 4K c'est de retravailler la colorimétrie. Ça a été le cas sur Le Seigneur des Anneaux ou encore sur Matrix. Donc voilà, faites bien ouais. attention à chaque fois à la version du film que vous regardez. Parfois vous aimerez mieux regarder en mauvaise qualité sur un DVD qu'une version 4K qui sera recolorisée à l'ancienne. Donc voilà. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller voir d'ailleurs une vidéo du Fossoyeur de film sur le remontage de Matrix pour la sortie justement de la version 4K qui vous expliquera tout ça. Donc voilà, In the Mood for Love du coup de Wong Kar-wai par Comic Eater. Merci beaucoup. Ça va être à toi, J-Fresh, de nous parler de ton top qu'as-tu vu récemment qui t'a plu. Et ben moi, donc j'ai eu un été un peu sec en termes de films, hein, parce que j'ai pas pu aller voir de films durant les 2 mois, juillet, août presque, parce que j'étais pas très présent. Et là, récemment, bah, j'ai pu aller voir Dune, qui est un film qui me hypait depuis très longtemps, parce que c'est un roman que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment même si j'ai découvert il y a pas très longtemps et que j'ai pas encore tout lu, ça reste un pilier de la science-fiction. Je pense que c'est déjà un de mes bouquins préférés. Donc j'attendais avec beaucoup d'impatience la version et la vision de Denis Villeneuve sur cette œuvre majeure, on va dire. Parce que je me souviens avoir vu une vieille version dans les années 80 quand j'étais encore tout petit, qui m'avait pas franchement, ça m'avait pas vraiment attiré. Je trouvais ça un petit peu dégueulasse. Et donc voilà, j'y suis allé. J'avais vu des bandes annonces, qui est assez rare, parce que je suis pas très bande annonce de films. Je me suis aperçu de ça il y a pas longtemps. Enfin bref, donc j'ai pu aller voir ce fameux film Dune avec un petit peu d'appréhension, mais aussi beaucoup d'excitation. Premier gros truc qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que le cinéma était blindé. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps d'arriver dans une salle et me dire, je vais peut-être pas avoir de place assise. Donc là, et pourtant, c'était un gros cinéma. C'était l'UGC de Confluence à Lyon, qui a une place. Enfin, le cinéma doit peut-être faire 350 places, donc quand même assez gros. Et le cinéma rempli. Et alors qu'il y avait 2 séances d'affilée en plus, une à 20h, une à 21h. Voilà, bah que dire. Pour moi, c'est un vrai succès. C'est une vraie réussite. Le film est L'univers est respecté, on sent que Denis Villeneuve a lu le bouquin, ce qui est quand même assez rare, même si j'exagère un petit peu, mais on sent que non seulement il l'a lu, mais il l'a aussi beaucoup apprécié, que c'est très certainement une référence pour lui. Et voilà, ça se sent dans tous les plans du film que il a aimé le bouquin, qu'il avait envie de faire ça. Et j'avais lu 2, 3 interviews où il disait que voilà, quand on lui a confié le projet, il avait beaucoup d'exigences que la plupart lui ont été accordées, notamment le fait de tourner un énorme pourcentage, je sais plus le chiffre, mais de scènes en vrai, de pas passer par le CGI pour faire le désert, etc. Ce qui fait qu'ils ont tourné beaucoup de scènes en Jordanie et j'ai oublié l'autre pays. Mais voilà. Et le résultat est quand même assez formidable, je trouve. C'est que l'image est ultra belle. Enfin, tous les plans sont réfléchis, sont léchés. Il n'y a pas de chose qui est laissée au hasard. Du moins, j'ai pas l'impression. Euh, le casting tient plus que la route. Enfin, moi, il y a clairement des acteurs où maintenant, quand je suis toujours en train de lire la suite, bah, quand je vais revoir les personnages, je vais penser à ces acteurs-là et je trouve qu'ils collent extrêmement bien au rôle voulu. Que dire d'autre? La musique. Alors, peut-être un tout petit bémol quand même sur ça. C'est vrai que le son est très fort et c'est un truc qui revient souvent dans les films de Denis Villeneuve, c'est que il aime beaucoup mettre le son très fort et les cinémas s'y prennent à cœur joie. Mais mis à part ça, j'ai vraiment rien à redire sur le film. Alors qu'il fait quand même 2h45, ce qui est très long, hein. Euh, j'ai absolument pas de problème sur ça. Pour moi, le film est une vraie réussite. Il n'y a pas de,
Il n'y a pas de temps mort. Alors certains ont dit que le début du film le trouvait un peu long, mais faut imaginer ce que c'est. Dune, c'est quand même un roman qui se joue sur 8 tomes, enfin sur 7 tomes, mais il y en a un qui se fait en 2 livres. C'est un cycle, c'est énorme comme histoire. C'est l'histoire de toute une vie, de presque de l'auteur Frank Herbert, et ça a complètement modifié la vision de la science-fiction dans beaucoup de créations. Maintenant, on le retrouve un peu partout. Il y a des inspirations de Dune dans beaucoup de science-fiction, notamment Star Wars ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Dune. Et, euh, et dans le film, tout passe crème, en fait. Tout se passe très très bien. On voit pas on voit pas de moments longs, on voit pas de choses qui sont inutiles. Je conseille quand même, si c'est possible, d'avoir lu au moins le livre, au moins le tout premier tome, parce que le film ne raconte que le premier tome, le tout premier tome. Et encore, c'est pas forcément nécessaire non plus. Moi, j'ai été le voir avec 2 personnes qui n'ont jamais lu le livre et ils se sont pas sentis dans l'incompréhension la plus totale non plus en fait. Donc vous pouvez aller le voir, même si vous avez jamais lu. Peut-être qu'il y a 2, 3 trucs qui vous hyperont moins que les gens qui l'ont lu, mais ce sera vraiment très minime comme sensation négative. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, c'est beaucoup, et je pense que j'essaierai de faire peut-être un petit truc un peu plus recherché la prochaine fois sur pourquoi c'est si bien que ça. Et puis voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Prenez le temps d'aller le voir, c'est long. Regardez-le en VO si possible, hein, toujours. Et puis bah profitez. Et ben merci pour cette jolie lettre d'amour. On attend avec impatience tes billets qui nous avaient beaucoup plu d'ailleurs à l'époque de nos Mm. directs. Donc si tu pouvais nous écrire un petit truc là-dessus, ce serait avec grand plaisir. J'essaierai. Ben c'est à mon tour du coup. C'est à mon tour. On va rester dans le son puisque on va parler de Sound of Metal que j'ai vu du coup cet été, un film de Darius Marder avec Riz Ahmed, Olivia Cook et Lauren Ridolph. C'est un film qui est sorti donc du coup en 2021, le 16 juin 2021, quasiment pour la réouverture. Il faut savoir que donc moi je l'ai diffusé dans mon cinéma pour la petite histoire pour une séance spéciale autour de l'accessibilité des salles de cinéma, puisque le film a été tourné exprès en version originale, sous-titré avec sous-titres malentendants obligatoires, pour justement que les gens apprennent ce que c'est que d'être sourd et malentendant et de regarder un film avec les sous-titres. Je me suis fait la séance tout seul, puisque avant de recevoir mon invité, il fallait que j'ai vu le film forcément. Donc j'ai vu le film tout seul et ça fait énormément de bien d'être seul dans une salle pour un film comme ça qui joue énormément sur le son, de pas être parasité par des petits chuchotements ou par le bruit des pop-corn. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir Sound of Metal qui ne doit plus être au cinéma pour le moment, si vous voulez le regarder chez vous, vraiment enfermez-vous dans une pièce et ne faites pas autre chose. Peut-être regardez-le limite sur un ordinateur avec un casque. Je vous conseillerais plutôt de le faire comme ça plutôt que de le regarder sur une grande télévision. Mm. Pourquoi ? Parce que le film est entièrement réalisé sur le son, en fait, sur cette personne. Donc je sais que je vous ai pas raconté l'histoire. C'est l'histoire de Ruben, en fait, qui est un batteur dans un petit groupe de rock avec sa copine, et du jour au lendemain, il perd la quasi-totalité de son audition. Et donc, il décide de vouloir économiser de l'argent pour se payer une opération, pour se faire mettre des implants qui lui permettraient de réentendre et de rejouer de la musique. Mais en attendant, il doit partir dans un groupe de personnes malentendantes pour apprendre à vivre avec son handicap et d'en faire quelque chose de vivable et finalement en faire presque plus un atout que une gêne. Donc voilà, le film est extrêmement beau, Riz Ahmed est un acteur absolument formidable qui joue très 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 bien, et là, voilà, encore une fois que je reviens dessus, la particularité de ce film, ça va être sa bande son, où on va vivre avec précision chacun des sons du quotidien. On commence d'ailleurs au moment où Ruben arrive toujours à entendre, chacune des choses qu'il fait va être mis en avant, c'est-à-dire que le mixeur va faire énormément de bruit. On va avoir, je sais pas, le moindre coup dans une porte, le moindre chuchotement, la moindre petite caresse sur le dos de sa copine va être mise en avant au niveau du son. On va recevoir ça dans nos oreilles et à un moment donné, plus rien. On va vraiment être coupé du monde et il y a des séquences en fait dans le film où on est coupé complètement de tout bruit en fait, de toute résistance sonore, et je soupçonne même d'avoir peut-être mis un bruit blanc ou quelque chose comme ça en fait à l'intérieur du film pour qu'on soit vraiment, on ait cette gêne en fait dans cette salle de cinéma où on a on ne ressent plus rien quoi.
Mm. Voilà, donc c'est très particulier. Sound of Metal, c'est à voir absolument, c'est à entendre absolument, surtout. Mais si vous le trouvez en DVD, en Blu-ray, ou si même il est disponible à la location sur vos plateformes de VOD, foncez parce que c'est un très 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 beau film qui mérite vraiment d'être vu. Et je Ouais, crois que moi, tu l'as vu toi, je l'ai Jeff. vu, ouais. Ouais. Je l'ai vu au cinéma. Alors c'était pas une grande salle, donc effectivement, j'ai pas été gêné par les gens autour et c'était une bonne chose parce que par exemple, si je compare avec Dune où il y avait beaucoup de monde autour, c'était finalement c'était pas très très agréable ce ce bruit de popcorn, etc. Comme tu dis, c'est vrai que c'est un truc que j'avais oublié parce que j'avais pas l'habitude d'aller voir des films si populaire, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le film très très bon. Effectivement, faut le voir, faut l'écouter en fait, faut pas aller le voir, faut aller l'écouter. Et après, j'avais eu un second, après y avoir réfléchi, j'ai eu un second avis un petit peu plus mitigé sur comment dire, sur l'objectif final du film qui, mine de rien, enfin pour moi, hein, c'était une expression, une vision très personnelle, a une très très grosse inspiration chrétienne en fait. Bon, je vous laisserai voir le film, mais pour moi, ça s'est beaucoup ressenti euh, après coup en fait, où je me suis dit en fait, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être un peu trop dans le côté religieux, mais ça n'enlève pas au film d'être vraiment très très bien fait et et je trouve que c'est un hommage à ces gens qu'on oublie parfois alors qu'ils sont tout autour de nous et, euh, et que ça a à voir absolument effectivement. J'ai vu effectivement la vision religieuse aussi dans le film. Après, le problème, c'est qu'étant donné que le film est tourné aux États-Unis et que la plupart des C'est ça. associations, c'est pas comme en France, ces associations-là ne vivent que des dons. En fait, et la plupart du temps sont obligés de se relier à la religion. C'est comme il expliquait, il fait le groupe dans lequel il part. La personne lui explique en fait qu'ils reçoivent des fonds de l'Église, mais qu'ils ne sont pas rattachés à elle en fait. Donc ils leur doivent entre guillemets quelques services à droite à gauche, mais en soi, les dons arrivent de façon totalement bénévole et sans contrepartie en fait de l'Église, mais il n'y a aucune obligation religieuse au groupe dont il fait partie. Mais c'est vrai qu'il y a Mm. cette petite ambiance en permanence finalement de croyance à l'américaine, on va dire. C'est le petit, effectivement, ça pourrait être le petit défaut du film, mais ça n'enlève rien au message. Oui, oui, non, c'était vraiment juste, c'est ce que moi j'avais ressenti quand j'ai vu le film, mais il s'inscrit dans son contexte en fait, donc en soi c'est pas dérangeant non plus. J'ai pas eu l'impression qu'on a essayé de me faire venir du côté lumineux quoi. Donc non non, c'était une très très bonne expérience. On a un peu de temps, on est un peu en avance sur notre programme, et je vais vous proposer, alors je vous prends un peu de cours, mais est-ce que vous avez en 2 mots un flop de cet été? Comic Eater? Attends, parce que j'en ai plusieurs, hein, donc je vais en prendre un. Et puis il faut que je fasse le tri que ce soit bien cet été, parce que je mélange un peu tous les films depuis la sortie. Ouais, mais je suis pareil, ouais. Je suis obligé Ouais, d'avoir mon j'ai Letterboxd vu, XD à côté de moi parce que sinon. ouais, tu vois, j'ai vu 49 films depuis l'ouverture des Ah salles, ouais, donc c'est chaud. Ouais. je commence à me mélanger. Je pense tout de suite, en premier lieu, je dirais Titan, mais ce serait un peu de la provoque, donc je vais dire plutôt Ice Road, tiens. Je vais plutôt dire Ice Road. Ah ouais, Ice Donc Road, Ice ouais. Road, je ne sais pas si vous en avez entendu Ah parler, bah je l'ai c'est un passé à film avec Liam Bourbon, Ah donc ouais. Neeson. ouais, ouais. Voilà. Moi, je suis client, mais au second degré, on va dire, de ce genre de film. Je les ai tous vus, de Liam Neeson qui fait des péripéties dans un train, dans un avion, où il veut, voilà, qui a toujours des choses incroyables. Et là, c'est dans la glace, en train de conduire un camion, mais c'est d'une nullité, que ce soit en termes de scénario, en termes d'effets spéciaux, de dialogue, de personnages, il n'y a rien qui va. Il y a Laurence Fishburne Euh, dedans en plus. il y a le pauvre Morpheus, Laurence Fishburne, qui disparaît au bout de, je sais pas, 30 minutes de film, d'une manière pareille, totalement invraisemblable. Vraiment, il n'y a rien à sauver. David Saint-Nazaire l'a vu aussi, après moi. Il a dit la même chose. Voilà, même au second degré, celui-là, il passe pas, quoi. Il y a rien à sauver. C'est même pas un spectacle intéressant en termes de divertissement. Donc Hmm. vraiment, c'est mon gros flop, quoi. Ok, donc Ice Road, du Je vais coup, gros flop. je vais rester sur du Liam Neeson. J'ai vu A Knife Thief, je crois c'est ça. En gros le gentleman cambrioleur.
Made in Liam Neeson. Et pareil, là, c'était excessivement mauvais. Surtout que j'ai eu le malheur de le voir en VF parce que dans l'avion, il y avait pas d'autre choix. Donc bon, les conditions étaient pas top de base, hein, mais c'était très 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 mauvais aussi, quoi. Ah, le pauvre Liam Neeson. Euh, La liste il- de Schindler est bien Et, Alors, loin. je pense qu'on regarde les et- mauvais films aussi, mais là en ce oui, moment sur Canal+, il faut que je le regarde. Il y a un film spécial de Canal, enfin c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma et qui est disponible sur Canal en ce moment, une des exclusivités Canal qu'ils font depuis le premier confinement, qui s'appelle, je crois, Une maison en Italie ou quelque chose comme ça, qui a l'air plus du côté dramatique, où il part avec son fils pour aller revendre une vieille maison, en fait, qu'ils avaient une vieille maison familiale en Italie, qui fait remonter un peu des souvenirs, etc. J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air un petit peu plus intéressant que ce qu'il fait en ce moment, donc voilà, si vous mm, avez Canal, allez y jeter un petit coup D'accord. d'œil, moi j'irai y regarder aussi, et puis on en reparlera je pense, mais c'est vrai que je pense que là, il a plus envie de payer ses factures qu'autre chose. Donc, ouais, c'est un peu ça, oui. On sent même que de toute façon dans les scènes de combat et tout, c'est plus ça, quoi. ouais, il fait Il est plus un peu d'efforts. Ah fatigué oui, maintenant, hein, vraiment, c'est normal, il hein. vient chercher son chèque hein, dans ce genre de Ah film. oui, 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 c'est ça. Ouais. Ouais, c'est la tête d'affiche, hein, complètement. Ouais. Mais par contre, si on parle un petit peu des films qu'on a vus cet été, vu qu'on a un petit peu de temps apparemment, en petit top qui m'a un petit peu surpris, que j'attendais pas trop, c'était Mortal Kombat, pardon, qui pour le coup était trop bien, quoi. Enfin, moi j'ai passé un excellent moment devant ce film. Alors non, c'est pas le film du siècle, hein, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé avec beaucoup de plaisir, même s'il y avait pas Christophe Lambert, euh, j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir tous les personnages, même s'il y en a certains que je connaissais pas plus que ça. Euh, ouais, c'était une très très bonne surprise, un truc ça se prend pas trop au sérieux, hein. Ils sont pas non plus dans un scénario foufou, mais il y a des passages qui sont faits pour que tu te dises waouh, c'est trop bien. Et ça ne marche pas. Parce que t'es là, tu dis, waouh, c'est trop bien, quoi. Et Scorpio qui arrive et qui dit, come over here, bah, tu te dis, ok, c'est cool, quoi. Donc voilà, si vous pouvez le voir, c'est un petit film de pas trop prise de tête et qui passe vraiment très très bien, quoi. Ouais, ça a été un des pauvres échecs de Warner où ils ont essayé de le retenir au maximum et puis finalement il est sorti directement en VOD alors qu'il tenait à le sortir au cinéma, donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir vu un spectacle comme ça dans une grande salle, mais je l'ai Ouais. pas vu moi, mais je pense que je vais m'y plonger parce que c'est vrai que ça me tentait bien à l'époque où il l'avait annoncé. Voilà, c'est pas du cinéma où C'est quand du tu ressors, divertissement, t'es voilà, voilà, c'est du Ouais, c'est un pur divertissement, divertissement. bien sûr. on s'amuse bien, là, il y Voilà. a Après, je suis pas tout à fait au point sur le tout ce qui est univers de Mortal Kombat. Moi, ça s'arrête au jeu sur Mega Drive quand j'étais petit. Mais du coup, je pourrais pas dire si l'histoire est respectée, etc. Mais à la limite, c'est pas très grave, quoi. Tout marche très très bien et je pense qu'il y aura une suite. Vu la fin, il y aura une suite. Et voilà, il y a plein de petits clins d'œil qui sont très appréciables, je trouve, pour un film tiré d'un jeu. Et on sent que c'est pas le film qui a été fait pour nous soutirer des sous à nous gamers qui Ouais. avons grandi avec Mortal Kombat, en fait. Ouais, il y a vraiment il y a une patte qui en fait un vrai film et pas juste des références. Ouais, voilà. Il y a une recherche quand même un petit peu dans l'image. Bon, c'est pas fantastique, mais il y a un truc, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et ben moi mon flop au début ça devait être Space Jam 2 parce que je me suis vraiment ennuyé devant et j'ai trouvé que enfin vraiment on prenait des rêves dans la tronche à mort et ça m'a enfin on en a parlé déjà de toute façon comme Exeter hein. Mais finalement Ouais. il a eu de la chance parce que j'ai vu un film tout à l'heure Ah, juste avant l'émission et c'est le pire film que j'ai pu oh voir là là. récemment, c'est Police avec Omar Sy et Virginie Efira qui est une atrocité, mais une atrocité. Ça se veut film, comment vous dire. C'est l'histoire en fait d'un commissariat. Donc on suit le parcours de trois personnes en fait dans le commissariat, chacun avec donc sur la même temporalité. La première partie du film, c'est on suit la même journée pour les trois personnes, mais avec leur point de vue différent. Donc on revit trois fois la même journée avec le point de vue de chacune des personnes. Et c'est bourré, bourré, bourré de clichés. Je suis désolé, je vais vous spoiler, mais en fait, on apprend au début que Virginie Efira est enceinte et qu'elle veut se faire avorter. Mais elle veut pas être accompagnée de son mari. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a trompé son mari avec Omar Sy, son collègue. Et en fait, son collègue, eh ben, il dit que les femmes, elles devraient pas être flics. Parce que il est, tu vois, c'est que des clichés comme ça. Et du coup, Omar Sy, il va sur un lieu de crime avec les pompiers parce que c'est une maman qui a enfermé son bébé dans un frigo parce qu'il était méchant. Et elle dit, mais je suis pas une mauvaise
Mesmer. C'est super mal fait. Il y a plein de trucs comme ça. En fait, ils prennent plein de sujets hyper graves et ils les abordent de façon complètement vulgaire, en fait, et très très mal faite. Et en plus, le film est d'une lenteur. C'est fait par Anne Fontaine. C'est celle qui a fait Président là récemment. D'accord. Voilà, et alors c'est filmé comme un drame un petit peu bas de gamme, vous savez, à la française, où on a un peu ces trios amoureux en plein Paris, tu vois, machin. Et l'histoire est pas du tout intéressante. Et en fait, la deuxième partie du film, il y a une histoire, comment dire, un deuxième fil rouge qui s'enclenche en fait. Et là, par contre, on va suivre les 3 personnages sur la même timeline jusqu'à la fin du film. Et c'est inintéressant au possible, les dialogues sont nuls, pourtant les acteurs sont bons, moi j'adore Virginie Efira, Omar Sy me déplaît pas, et le 3e acteur, je me rappelle plus son nom, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est 3 acteurs qui jouent très bien, mais tu sens qu'ils ont pas envie d'être là, quoi, c'est une atrocité à suivre et à regarder, je vais vous avouer que j'ai fait la cuisine en même temps, tellement je m'ennuyais, je me suis dit, ça peut être pas mal, surtout qu'il y a Bac Nord qui est sorti il y a pas longtemps, je me suis dit, ça permet de faire un point de comparaison et tout, mais pas du tout, parce que c'est tellement nul, que j'ai même pas envie de vous le conseiller pour vous en moquer, quoi. Vraiment, c'était 1h30 de perdu, quoi. D'accord. Voilà, Ouais, donc... je me souviens avoir vu passer la bande-annonce et je me suis dit, à la bande-annonce, je voyais que ça pouvait être sympa, mais en sachant qu'il y avait de grandes chances que ce soit bah, voilà, ce que tu nous as décrit, quoi. C'est maladroit, c'est tous les poncifs du genre. C'est ça, c'est Donc ça. je crois que j'ai bien fait de pas aller le voir à l'époque. Bah, c'est ça, en fait là c'est pareil, elle va avorter, mais du coup elle doit raccompagner une jeune femme qui s'est fait taper dessus par son mari pour que pour aller chercher ses affaires chez le mari. Donc ils arrivent 2 flics, donc ils empêchent le gars de passer. Et donc là, un des flics s'enferme avec la femme qui s'est fait taper dessus dans la chambre pour qu'elle récupère ses affaires. Et là forcément, on a la femme qui regarde et qui dit: mais vous savez, il est pas méchant, hein. Vous savez, Ouais. il fait ça pour mon bien. Et je me dis: mais putain, on dit plus ça en 2021, quoi. Ça se faisait dans les années 70 et 80 quand on voulait faire un drame un petit peu avec une femme qui savait pas trop où aller ou quoi faire de sa vie. Mais je suis d'accord que ça existe encore des femmes comme ça qui arrivent comment dire, qui arrivent pas à passer le cap. Mais dans un film, ça se fait plus comme ça en fait. La présentation, elle doit être plus moderne que ça quand on présente un drame actuel en France. Tu peux pas le présenter comme ça, vulgairement, comme si c'était un documentaire sur M6, quoi. Et ça m'a vraiment choqué d'avoir quelque chose d'aussi vulgaire scénaristiquement avec des acteurs aussi bons, quoi. Surtout que Anne Fontaine a l'air d'avoir vraiment genre on a l'air de lui filer du budget genre vas-y t'as un scénar, fais ton film parce que t'as l'air d'être bankable, quoi. Et si à chaque fois elle fait des films comme ça, Président c'est pareil, les gens sont sortis de la salle en me disant ouais c'est mignon, quoi, c'est mignonnet, quoi. La meuf a un sujet de folie. Elle a la rencontre entre une sorte de Sarkozy et François Hollande. Elle a la rencontre de ces 2 gars-là et elle en fait un film mouais, quoi. Et je trouve ça dommage parce que ça peut attirer vraiment un sujet hyper intéressant et une réalisation intéressante, mais le film est juste beauf, quoi. Donc voilà. Moi j'avais je bien vais aller le aimé. voir, Après, celui-là. j'ai pas trouvé ça non plus voilà la folie, mais j'avais passé un bon moment devant Président. Mais effectivement, ça aurait pu donner quelque chose de plus, quoi, que voilà, sympa et puis on oublie, quoi. C'est C'est tout. ça, c'est ça. Donc voilà, je trouve ça dommage. Donc Police, c'est pareil, c'est dommage de réunir un si gros casting pour en faire ça, mais voilà, bon, ça arrive, il y a des échecs en France comme partout ailleurs. Donc voilà, et ben écoutez, nos tops et nos flops, c'est fait. Il nous reste une petite demi-heure pour notre sujet principal. Et donc du coup on se retrouve pour notre sujet principal et on va faire forcément le point sur l'été du cinéma puisque les salles ont réouvert au mois de mai et depuis elles n'ont pas refermé, ce qui est un pur bonheur, mais elles ont vécu plusieurs aventures et mésaventures et on va en parler tout de suite puisqu'on a rouvert donc du coup le 9 mai à 30% de capacité avec le masque obligatoire et bien sûr le couvre-feu qui était à l'époque à 21h. Donc la réouverture s'est faite avec par exemple Adieu les cons qui a réussi quand même à faire le 1 million d'entrées sur le mois de mai si je ne me trompe pas. Ce qui était quand même une assez bonne nouvelle. Alors à l'époque, le pass obligatoire n'était pas encore là, il n'était pas encore obligatoire du coup. Le pass sanitaire n'était pas encore obligatoire. À partir du mois de juin, le couvre-feu est passé à 23h. On a pu rajouter une séance au cinéma, voire 2 selon les cinémas. Et ensuite, fin juin, le couvre-feu était terminé. La jauge était repassée à 100% et le masque était toujours obligatoire. On avait de nouveau le droit de manger de la confiserie dans les salles. Et on va dire que la situation était plus ou moins revenue à la normale. De votre côté, est-ce que entre le mois de mai et le début du mois de juillet, vous êtes allé au cinéma ? Oui, moi de toute façon, dès le jour de la réouverture, j'y étais.
Je passe ma vie au cinéma. Alors, clairement, je ne fais que ça. Je vais voir des films plusieurs fois. Dune, je suis allé le voir 2 jours de suite. Donc, j'ai pu voir un peu l'évolution, du coup. La reprise timide. En tout cas, moi, c'est un Gaumont, donc avec 12 salles, donc c'est quand même un gros cinéma. Peu de personnes, tout le mois de mai, on va dire. Au mois de juin, quand la jauge arrive à 100%, qu'on a le droit à la confiserie, que ça se libère et qu'on sent que tout va mieux, ça commence à revenir un petit peu jusqu'à l'arrivée du pass qui va rebloquer et d'un seul coup, les gens vont, dans un premier temps, je pense tout l'été, un petit peu ne plus aller en salle, soit par peur, soit parce que ça les embête le pass, soit parce qu'ils n'ont pas le pass. Il y a plein de choses qui font ça puisque en 2 jours de temps, la veille du pass, avant-première de Camelot, salle pleine. Le lendemain, plus personne. Je Et retourne au ouais, cinéma, j'étais deux dans la salle, quoi. c'est Donc ça. vraiment, les gens se sont précipités voir Camelot juste avant le pass. Les avant-premières, de toute façon, on fait des records. Mm, Et dès qu'il y a eu le pass, il y a eu un vide. Par contre, là, maintenant, les salles se remplissent, comme le disait Gifresh tout à l'heure. J'ai vu énormément de monde pour Dune, par exemple. Tout dépend des films, évidemment. Il y a beaucoup de films que je vais voir, je suis tout seul, ou on est deux, trois dans la salle, parce que c'est des films pas grand public. Mais tout ce qui est Marvel, Shang-Chi, Camelot, Jungle Cruise, Fast and Furious 9, les salles sont pleines. Cruella aussi, toutes les grosses prods américaines, Disney, Marvel ou Fast and Furious remplissent les salles, clairement. Bah oui, donc effectivement, comme tu le disais, donc dès le mois de juillet, donc le mois de juillet s'est très bien passé. Le 20 juillet, c'était l'avant-première de Camelot, et le 21 juillet, on passait au pass sanitaire C'est ça. obligatoire pour aller au cinéma. Alors ça a été un gros choc pour l'industrie, on a quand même perdu 70% de fréquentation la semaine de la mise en place du pass sanitaire. Alors Camelot a réussi à peu près à sauver les meubles parce que les gros fans de la série y sont allés malgré le pass sanitaire. Donc on a quand même eu, on va dire, quelques personnes en salle, mais bien sûr, on a perdu beaucoup de monde. L'astuce Oui. pour le cinéma à l'époque a été de baisser la jauge à 50 personnes pour éviter le pass sanitaire. Il y a eu ce petit grugeage, on va dire, des cinémas, donc ça a permis à pas mal de petits cinémas indépendants qui n'ont pas forcément 50 personnes par séance de baisser la jauge et d'autoriser les gens à rentrer sans le pass sanitaire. Mais forcément, ce fameux VPN a vite été contourné. Le 8 août, le gouvernement a annoncé qu'à partir du 9 août, cette fameuse baisse de la jauge n'était plus disponible et que le pass sanitaire redevenait obligatoire pour tous les lieux de culture, quel que soit le nombre de places en salle. Alors, il faut savoir que, heureusement, entre le 21 juillet et le 9 août, les gens se sont un petit peu bougés. Il y a pas mal de monde qui est quand même allé se faire vacciner, ou alors qui ont pris de la décision de se faire passer un test PCR pour aller dans les lieux de culture. Et étant donné que c'était l'été, de toute façon, les gens, s'ils voulaient partir en vacances, étaient obligés d'avoir un pass sanitaire sur eux, quelle que soit la raison de la validité de leur pass. Donc, à partir du mois d'août, on a vraiment senti les gens qui revenaient dans les salles, parce que de toute façon, le pass sanitaire rentrait tout doucement dans les habitudes des gens. Hein. Pour revenir vite fait là-dessus, Fast and Furious 9, qui est sorti début juillet, a eu 2 millions d'entrées, a fini avec 2 millions d'entrées. Black Widow, 1,6 million. Camelot, qui est toujours diffusé en ce moment, est à 2 millions. OSS est à 1,5 million et il est toujours en salle. Pas de patrouille, 1,2 million et il est toujours en salle. Et pour l'instant, les films qui n'ont pas atteint le million, c'est Shang-Chi, mais qui est toujours, et qui n'est pas sorti il y a très longtemps, qui est toujours en salle, qui est à 500 000 entrées. Jungle Cruise, qui a fait 800 000 entrées. Et Pierre Lapin, qui n'a pas réussi à atteindre le million avant la fin de sa diffusion et qui était également à 800 000 entrées. Est-ce que vous êtes globalement content, vous, de votre été ciné, ou en tout cas, si vous n'êtes pas allé voir le film, des films qui sont sortis au cinéma? Bah, j'ai trouvé moi que pendant l'été, il y avait eu quand même. J'aurais pu avoir la possibilité d'aller au cinéma fin août ou même début juillet. Et très honnêtement, il y avait vraiment pas beaucoup de films qui m'intriguaient ou où je pouvais me dire bon allez, je vais faire le truc, je vais aller le voir en fait. J'aurais pu un peu forcer le trait, hein, mais j'ai pas eu cette motivation. Alors, c'était lié aussi peut-être à d'autres problématiques, hein, mais alors que là, je trouve que fin d'été, avec la rentrée, il y a quand même Dune que j'attendais avec beaucoup d'impatience et qui pour moi tient toutes ses promesses. Il y a eu oui, Shang-Chi qui était un bon divertissement aussi, euh, qui a fait le taf, quoi. Et il y a eu comme ça d'autres films que j'ai eu envie d'aller voir. Et le fait de retourner au cinéma, bah, mine de rien, ça m'a donné aussi envie d'aller voir d'autres films avec les bandes annonces qui étaient affichées au cinéma. Donc globalement, pendant l'été,
pas tant que ça, je n'ai pas trouvé ça formidable, mais après l'été, là, je trouve que ça passe quand même plutôt bien. Et toi, comme Exeter, du coup, ton été au cinéma, comment ça s'est passé? Moi, très bien. J'ai envie de dire que sur une période très courte, finalement, on retrouve ce qu'on peut voir sur une grande période, c'est-à-dire que j'ai vu des films que moi, personnellement, j'ai trouvé extrêmement mauvais. J'ai vu des films très bons. Il manque juste peut-être des gros coups de cœur. J'ai pas eu de gros coups de cœur puisque mes deux seuls gros coups de cœur depuis la réouverture étaient avant l'été. C'était Adieu les cons, qui en plus était sorti un peu avant, mais il n'avait eu qu'une semaine d'exploitation, et The Fader. Mais sinon, le reste, c'est des films que j'ai plutôt bien appréciés, moyennement appréciés, voire pas du tout. Mais il n'y a pas eu de gros coups de cœur. Je trouve qu'il y avait beaucoup de diversité, par contre, cet été, pour aller voir un peu tout. On a à la fois des gros blockbusters, qui sont les seuls qui ont survécu, clairement, puisque les autres, avec le pass, ça s'est effondré. Déjà, même ces grosses sorties, même Camelot, on le sait très bien, ils auraient fait des scores bien supérieurs sans le pass, mais ils ont quand même réussi à survivre. Donc quand on voyait des débats, notamment sur Titan, qui se plaignaient parce que les gens vont pas le voir et à cause du pass, non. Si les gens vont pas voir ton film, c'est parce que ça ne les intéresse pas. Point. Moi, je suis allé le voir parce que je suis curieux. Je l'ai trouvé d'ailleurs très mauvais. Mais les gros films, ils fonctionnent. Donc le problème du pass est réel, mais il faut pas tout mettre sur le pass. Et j'ai Mhm. vu des choses vraiment sympas, comme La Loi de Téhéran, dont il y a eu pas mal de bruit sur ce film-là, La Loi de Téhéran, qui est un film, je ne me risquerai pas à la nationalité. Je pense à ce film-là, j'ai vu Bloody Milkshake Un aussi. thriller iranien. Voilà, c'est Ah, ça. iranien, voilà. Iranien. Qui est vraiment Ah, sympathique, je suis déçu de pas l'avoir parce passé que ça celui-là, hein. change. Ouais. Vraiment, c'est ça. Je trouve qu'il y a eu peut-être, et tant mieux, il y a eu beaucoup de bruit, certes, mais sur un petit film comme ça, tant mieux si on fait beaucoup de bruit sur ce genre de film. Je l'ai pas trouvé non plus si incroyable que ça, mais disons que ça change. C'est de la nouveauté, en plus c'est du cinéma iranien, donc on n'a pas l'habitude. C'est aussi ça qui joue, je pense. J'ai vu aussi Bloody Milkshake, film d'action, sorte de John Wick, version féminine pour le coup. Et là, il n'y a que des personnages féminins dans les personnages principaux, et ça fait franchement le job. C'est pas une copie de John Wick, c'est pas on met une femme dans un costume d'homme, non, c'est vraiment des personnages forts féminins. Et j'ai vraiment adoré. En termes de photographie, d'action, de dynamisme. Et ouais, sinon, beaucoup de films moyens, tout ce qui est blockbuster. Cruella, Fast and Furious, ça va du bon au moins bon. Black Widow, American Nightmare 5 que j'ai trouvé plutôt sympa. Il y a eu le nouveau Shyamalan, par contre, c'est vrai, Old. Je sais pas si Ouais. vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu, du coup, je l'ai Bon, raté. qui est assez spécial, assez déroutant. C'est du Shyamalan en même temps. Oui, Et c'est toujours pareil. on est plutôt dans du bon Shyamalan, moi je trouve, que du mauvais. Donc ouais, plutôt satisfait, mais comme le dit Gifresh, je trouve que là, ça s'accélère encore plus. Bah déjà, Dune, qui est vraiment la grosse sortie, c'est à la fois un blockbuster, mais c'est plus qu'un blockbuster, ça va au-delà. Et Et c'est de pour deux? ça qu'il fédère autant. Et James Bond, on l'a dit. Ouais. Oui, James Bond aussi, qui est attendu. On verra s'il fonctionne, mais je pense quand même. Il va y avoir Kingsman, qui a été repoussé maintes fois également. Mhm. Ouais, Donc tout à fait. beaucoup Ouais. de choses. Et puis même les petits films, moi je suis allé voir Respect, le biopic sur Aretha Franklin. Là il va y avoir le biopic sur NTM également. Ouais, ouais, Il ouais. y a plein de petites choses. Blue Bayou qui va sortir. Il y a le nouveau Ozon qui est sorti cette semaine, mais qui Alors, n'est pas Ozon, encore je sorti dans comprends le pas. cinéma forcément. Ce mec sort un film tous les ans, quoi. C'est fou. Le mec a Oui, sorti été 85 l'année dernière, il t'en sort un autre maintenant. Il y avait, je crois, un an et demi avant, il en avait sorti un autre. Je sais pas comment ce mec sort autant de films. Alors moi, j'aime pas trop les films de Ozon. J'aime pas son style. Je le trouve très, je trouve ça très vicieux en fait les films d'Ozon. Mais après, voilà, en soi, je trouve ça assez alors, moi je suis fou. pas très fan non plus, mais je vais laisser sa chance. Ouais, et c'est vrai qu'il est extrêmement productif. Ah oui, oui, c'est sûr, hein. Donc ouais, plutôt bien. L'été cinéma et même là la reprise, c'est vraiment agréable. Moi, le pass, bah, parce que j'ai pu l'avoir assez tôt et que ça me dérange pas, parce que voilà, tout le monde a son avis là-dessus. Ça m'a pas dérangé. Moi, ce qui me dérange plus finalement, c'est les pop-corn ou les gens qui Mhm. font n'importe quoi en salle. Et je vois que de plus en plus de personnes se plaignent du manque de savoir-vivre du public. Et c'est vrai, les pieds sur les sièges de devant, tout ce genre de choses, je trouve ça inacceptable. Des gens qui viennent, qui mangent leur sandwich carrément, parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Donc j'ai en ce moment un gars qui vient tout le temps, quasiment, ça fait 4 fois de suite.
il est dans les séances pas loin de moi. Il arrive toujours en retard déjà. Je me dis comment il fait pour être tout le temps en retard, je veux bien une fois. Donc il y a 20 minutes de bande-annonce, il arrive 20 minutes plus les 10 minutes du film, 30 minutes après, quoi. Ah ouais. Et il sort son sandwich, il a un sac à dos énorme, il sort son sandwich, sa bouteille de 2 litres de coca, et c'est parti, tout le bruit pendant le film, c'est assez insupportable. Et de plus en plus ce genre de comportement, je le vois. Mais moi, à mon avis, alors je dois mettre ça déjà sur le dos du premier confinement. En fait, les gens sont habitués à regarder des films chez eux. Et je pense que la sortie au cinéma, en fait, il y a plus cette limite de la salle de cinéma et du respect de la salle de cinéma avec la barrière qu'il y avait dans ton salon où tu pouvais regarder ton téléphone et tout. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai passé les premières séances de Conjuring 3 dans mon ciné, c'est la première chose que j'ai dit, en fait. C'est vraiment, par contre, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes dans une salle de cinéma, Ouais. vous êtes dans une salle obscure. Le respect, en fait, il est de ne pas sortir son téléphone. Je dis, je peux pas vous interdire d'utiliser votre téléphone, mais faites-le discrètement. Mettez-le en silencieux, ne le sortez pas de la séance ou évitez de le sortir pendant la séance. Voilà, parlez pas haute voix, vous n'êtes pas dans votre salon. Et voilà, et donc c'est vrai que c'est des règles qu'on a le temps, nous, d'imposer au public parce qu'on est une petite salle, mais j'imagine que les grosses salles qui ont de moins en moins d'employés parce qu'il y a de plus en plus d'automatisation, fait qu'il y a de moins en moins de surveillance en salle, et donc forcément ce genre de cas se multiplie dans les grosses salles des grandes villes. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a les séances, certaines séances, certains films qui forcément, tu parlais de Conjuring 3, effectivement, les films d'horreur, ça attire un jeune public qui n'a C'est pas ça. forcément cette éducation-là, qui n'en a rien à faire. Les gros blockbusters aussi, voilà, ça peut être dérangeant. Donc, on est parfois obligé, pour être tranquille et profiter pleinement, parce que c'est quand même une expérience, le cinéma, on a envie d'être en immersion, C'est ça. d'attendre ou de cibler certains horaires, ou la VO. La VO, c'est vraiment un répulsif très efficace, comme je le dis Oui. toujours. Vous allez aux séances VO, c'est calme, il n'y a personne. Vous êtes 3-4 dans la salle parce que la VO, c'est déjà, les gens, ils disent non, il faut que ce soit en français. Donc c'est pas mal parce que d'une en VF, c'était plein et d'une en VO, ils en étaient 4. Dans une salle immense, parce qu'ils ont mis dans salle 2 de mon complexe, donc c'est une très très grande salle. Ils ont dû se dire, ouais, il va y avoir des gens. Mais non, dès que c'est la VO, les gens ne viennent pas, à part quelques puristes, quoi. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Eh ben ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de notre été, on a fait le tour de l'émission, de cette première émission, qui aura duré un peu plus d'une heure. Bah on est vraiment sur des records, parce que d'habitude, en direct, on est plutôt sur du 3 heures, 3 heures et demie, on va se coucher à pas d'heure. Mais c'est pas mal comme petit format audio. Si vous êtes Ouais. dans votre voiture ou dans votre salon, une petite heure de cinéma, ça fait pas de mal. Surtout avec nos voix si suaves et si intéressantes à écouter. Bah écoutez les gars, merci beaucoup déjà, merci beaucoup d'être revenus pour ce rendez-vous que j'espère bimensuel, au minimum. Mais de rien. Oui, bien, tout à fait. Voilà, et en espérant peut-être que ce soit vous ou d'autres chroniqueurs, qui sait, The Fabus n'était pas disponible et David Saint-Nazaire non plus, mais ils reviendront comme vous l'avez fait ce soir, et nous serons peut-être plus ou moins nombreux la prochaine fois, mais en tout cas il y aura une prochaine fois, et ça fait plaisir. Donc voilà, merci beaucoup, encore une fois c'est un truc que je n'ai pas appris, c'est de clôturer mes émissions et de les conclure le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, soit si vous êtes sur Spotify, sur Podcast Addict, sur YouTube ou sur Apple Podcast. Et ben écoutez, abonnez-vous tout simplement pour écouter les prochaines émissions si celle-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt les amis, et à très bientôt à vous qui nous écoutez. Bientôt. Ciao.